Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cet nouvel épisode de série de cours informatisés ou bien médiatisés, justement, de gestion financière. On est arrivé aujourd'hui à la partie la plus importante de l'estimation, ou bien de la partie qui concerne l'estimation des taux d'actualisation. Vous savez, juste à titre de rappel, quand on occupe un poste de travail en tant que gestionnaire, on est justement face généralement à une problématique, à un cas un peu, on va dire, délicat. C'est le fait de pouvoir donc estimer le taux d'actualisation que j'utilise pour calculer, pour faire de la gestion financière, pour calculer la vanne, pour calculer le tri, etc. Donc, pour calculer les indicateurs de gestion financière, je dois me baser sur des données. Parmi les données dont j'ai besoin, c'est le taux d'actualisation. Et donc le taux d'actualisation, c'est quand même un ingrédient très essentiel dans la gestion financière. Et nous avons vu que, effectivement, si le taux d'actualisation est les données parmi les chiffres, bien les données de l'exercice, mais quand on est dans un poste de travail, peut-être, qui sait, on n'a pas un taux d'actualisation qui est fixé par l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise, elle peut effectivement vous baser sur vous, justement, pour effectivement vous faire l'estimation de ce taux d'actualisation. Et donc le taux d'actualisation, il est un ingrédient très essentiel à partir duquel on peut vraiment actualiser les cash flows pour calculer la vanne, pour justement statuer est-ce que le projet est rentable ou est-ce qu'il n'est pas rentable. D'accord ? Et bien évidemment, les méthodes que nous avons utilisées, par exemple la méthode du taux de rentabilité minimum exigé par les actionnaires, le modèle de dividende, celui d'Irving et Fisher quand les dividendes sont constants, le modèle de Gordon et Shapiro quand les dividendes suivent une fonction croissante à un taux de croissance fixe, G. Par exemple, le modèle, dans le cadre du modèle de dividende toujours, le modèle de dividende des dividendes qui sont, on va dire, qui ne suivent aucune fonction et donc qui varient d'une année à une autre aléatoirement. Et donc, effectivement, nous avons à chaque méthode, pour chaque méthode, justement, nous avons donc fait ou bien prévu, nous avons prévu effectivement une vidéo que vous suivez sur la chaîne. Et donc, pour aujourd'hui, nous allons nous charger effectivement de discuter un peu la limite des méthodes que nous avons vues tous ensemble. Les méthodes que nous avons vues au préalable se fixent effectivement ou bien se basent sur un seul mode de financement, à savoir les capitaux propres ou à savoir l'autofinancement pour estimer le taux d'actualisation. Alors que généralement, je dis bien généralement, les entreprises, ils font recours effectivement à plus d'un mode de financement, à plusieurs modalités de financement. Donc, généralement, les entreprises, ils ne font pas recours seulement aux capitaux propres ou bien à l'autofinancement. Mais généralement, ils ont des modalités de financement qui sont différentes. Et donc, les méthodes précédemment étudiées se fixent effectivement seulement la méthode du calcul du coût du capital, ou bien du coût des capitaux propres. Donc on se base, comme si on se fixe, si vous voulez, une hypothèse que l'entreprise, elle finance ses projets ou ses investissements en faisant appel effectivement seulement à capitaux propres. Mais généralement, le cas général, c'est que les entreprises recourent peut-être aux capitaux propres, en partie, ils financent leur investissement en partie par capitaux propres, peuvent également s'octroyer des crédits, des emprunts à long terme, et elles peuvent également, les entreprises, ils peuvent recourir à une modalité très connue également, celle du crédit bail. Il y en a plusieurs autres méthodes, mais les plus usuellement utilisées et les plus usuellement connues, c'est les trois modalités de financement, à savoir les capitaux propres, l'autofinancement, à savoir l'endettement et à savoir le recours au crédit bail. Et nous avons dit que il faut effectivement, pour calculer le coût du capital, il faut
intégrer le coût de l'ensemble des modalités de financement utilisées par l'entreprise. Donc c'est normal. Si j'ai par exemple deux modalités de financement, si j'ai une modalité de financement, le coût du capital c'est le coût de cette modalité de financement. Si j'ai par exemple recours aux capitaux propres seulement, donc je vais avoir le coût du capital, c'est le coût du capitaux propres. Mais si j'ai deux modalités de financement, je dois avoir la moyenne entre les deux coûts des deux moyens de financement. C'est-à-dire que le coût du capital, je dois calculer le coût, par exemple, des capitaux propres et le coût de l'endettement, et je fais une certaine moyenne, d'accord? Si j'ai par exemple trois modalités de financement, je dois avoir une moyenne. Le coût du capital général, global, c'est le coût moyen de l'ensemble de chaque modalité de financement utilisée. C'est la raison pour laquelle nous avons fixé effectivement ce qu'on appelle le modèle du coût des capitaux. Je ne dis pas des capitaux propres, mais du capital en général. C'est le modèle du coût moyen pondéré du capital. C'est le coût moyen pondéré du capital. Je vais le mettre ici, coût moyen pondéré du capital. Et bien sûr, le coût moyen pondéré du capital, si je voudrais faire coût moyen du capital, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, il exprime, si vous voulez, la somme ou bien la moyenne, si vous voulez. Il exprime la moyenne des coûts des modalités de financement utilisées. Et donc, si j'ai par exemple trois modalités de financement utilisées, je vais tout simplement, je vais avoir la moyenne de ces modalités. Donc, par exemple, si j'ai le coût des capitaux propres plus le coût des dettes ou bien de l'endettement et plus le coût du crédit bail. On va le noter comme ça. Ça, c'est les coûts des trois modalités de financement. Qu'est-ce que je vais avoir si je voudrais calculer la moyenne, le coût moyen? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la somme divisée sur 3, le n, qui est le nombre de modalités qui est 3. Donc si je fais la somme et je divise sur 3. Mais le problème c'est que il y a nécessité de pondérer chaque modalité. C'est-à-dire, je dois pondérer le coût de chaque modalité, je dois le pondérer à son importance relative. Parce que des fois, on ne peut pas avoir, généralement c'est un cas rare, dans lequel on peut trouver que le financement ou bien l'investissement, il est financé à part égale entre les capitaux propres, l'endettement et le crédit. Mais généralement, dans le cas global, c'est qu'il y a une certaine importance relative. Peut-être que c'est le financement, par exemple, de l'investissement, il est financé à 90, par exemple, par capitaux propres, 5% pour l'endettement et 5% en recourant au crédit bail, un contrat de crédit bail. Donc il y a des importances qui sont déséquilibrées. Et donc si je fais la somme sur 3, c'est-à-dire la moyenne arithmétique normale, je vais justement surestimer ou sous-estimer un coût d'une modalité de financement, une par rapport à l'autre. Donc qu'est-ce que je vais faire pour résoudre combler cette lacune? Je vais justement pondérer le coût de chaque modalité de financement à son importance particulière, c'est-à-dire à sa part. Je vais multiplier ici. Si par exemple le cas, on va dire le cas, c'est pas le cas normal, mais le cas spécial, que les modalités sont, l'importance des trois modalités sont égales, donc je vais multiplier par quoi? Je multiplie par 1 sur 3. Je multiplie ici par 1 sur 3, n'est-ce pas? Et je multiplie ici par 1 sur 3. Ou bien je divise le tout sur 3. Donc qu'est-ce que je donne ici? Je dois comprendre en tant que lecteur que l'importance des capitaux propres de l'investissement, il est égal à l'importance de l'endettement, il est égal à l'importance du crédit. C'est-à-dire qu'il y a égalité d'utilisation de la part de chaque modalité dans le financement de l'investissement. Mais le cas général, pour pondérer, ça c'est une pondération, on va dire, égalitaire. C'est une pondération égalitaire. Mais je vais effectivement utiliser un coefficient, au lieu de 1 sur 3, j'utilise un coefficient qui répond au cadre global bien général. Qui est bien sûr, je dois donc multiplier fois, on va dire, l'importance relative, l'importance du capital propre dans le financement permanent. Et donc l'importance du capital propre dans le financement permanent, si par exemple les capitaux propres c'est C,
Donc le financement permanent, il est C plus D, si D sont des dettes, plus le crédit bail. À noter que le crédit bail n'apparaît nulle part. Il n'apparaît pas au niveau du bilan, c'est-à-dire au niveau du financement permanent, mais donc en comptabilité, il n'apparaît pas. On n'a pas le droit de faire apparaître le montant initial du crédit bail, ou bien le coût, on va dire, la valeur de la machine utilisée, ou bien la valeur du matériel utilisé dans le cadre d'un contrat de crédit bail. Mais en finance d'entreprise, justement, on a un peu, on va dire, la possibilité d'intégrer le crédit bail pour effectivement faire une certaine comparaison entre une entreprise qui recourt au crédit bail et une entreprise qui soit finance le projet par ses fonds propres ou recourt à l'endettement. Et donc c'est la raison pour laquelle on l'intègre effectivement dans l'analyse, puisque c'est quand même, on va dire, puisque au niveau surtout pour une approche fonctionnelle, la machine ou le matériel acquis à titre du crédit bail, justement, il fait le même travail, il participe au cycle d'exploitation tout comme un matériel acheté directement ou acheté en recourant et financé par un crédit bancaire. Donc c'est la raison pour laquelle on accepte le fait d'intégrer la valeur du matériel acquis par contrat de crédit. Justement, donc ça c'est la part du capitaux propre dans le financement permanent. Et là, on arrive à la part du dette, n'est-ce pas? Les dettes dans le financement permanent. Donc C plus D toujours, plus crédit bail. Et puis ici, le montant du crédit bail, la valeur d'origine, montant du crédit bail, sur C plus D plus crédit bail. Donc ça c'est la formule, si vous voulez, la formule générale du modèle du coût moyen, le modèle du coût moyen unitaire pondéré. Vous savez, le problème réside toujours, il y a toujours un problème ici. Le problème, ou bien là, le souci pour un financier, c'est que effectivement, il doit, donc on est en train de chercher à estimer le coût moyen pondéré du capital pour l'assimiler au taux d'actualisation. C'est ça la problématique du départ. Mais d'autres problématiques apparaissent. Par exemple, puisque les montants, bien le financement permanent, il est connu. Ce qui n'est pas connu, c'est le coût des capitaux propres, le coût des dettes et le coût du crédit. Donc généralement, on a besoin effectivement d'estimer, pour estimer le taux d'actualisation, je dois estimer tout d'abord les coûts de chaque modalité de financement à part. D'accord? Et donc, si par exemple, le coût des capitaux propres, généralement, le coût des capitaux propres, ou bien le coût d'autofinancement, c'est généralement, il est assimilé aux théories que nous avons vues, celles des théories du coût du capitaux propre, à savoir par exemple la théorie de l'effet de levier que nous avons vu tous ensemble, la théorie selon le modèle de dividende constant, dividend efficient, la théorie selon le modèle de dividende qui suit une fonction croissante et un taux de croissance fixe, Gordon et Shapiro, le modèle du marché, appelé, nous avons discuté, MEDAF, modèle des équilibres financiers. Donc là, effectivement, on a une multitude de méthodes pour calculer le coût des capitaux propres. Donc soit pour le calcul du coût des capitaux propres, soit j'utilise le modèle du taux de la rentabilité financière, suivant le modèle de effet de levier, n'est-ce pas? Suivant le modèle, je vais mettre avec S les modèles de dividendes, puisqu'il y en a plusieurs modèles de dividendes. Aussi, le modèle du marché, c'est-à-dire le modèle MEDAF.
le modèle d'équilibre des actifs financiers. D'accord? Donc là, ce sont les trois modalités de calcul ou bien d'estimation du coût des capitaux propres. Là, on ne va pas y revenir puisque nous l'avons déjà vu avec beaucoup de précision. Nous allons nous intéresser au coût des dettes. À votre avis, le coût des dettes, donc le coût des dettes. Pour le coût des dettes, le coût de la modalité de financement endettement. Donc, à votre avis, quel est le coût de l'endettement? Comment on le calcule? Comment on le calcule si vous avez une idée déjà? Coût d'endettement. Monsieur, s'il vous plaît? C'est lié au taux d'intérêt. Elle est liée au taux d'intérêt. Très bien, je suis très bien d'accord avec vous, puisque parmi les coûts supportés par l'entreprise, à l'occasion de l'octroi d'un crédit bancaire ou bien d'un emprunt bancaire à long terme, parmi les frais qui sont, on va dire, apparents, les frais qui apparaissent dès le premier coup, c'est le taux d'intérêt. Mais effectivement, est-ce que le taux d'intérêt correspond au coût de la dette, au coût réel? Vous savez, le coût ou bien le taux d'intérêt, vous serez d'accord avec moi que le taux d'intérêt n'est qu'un coût nominal, n'est que le coût nominal du dette, ou bien n'est que le coût affiché. Vous l'avez appelé en mathématiques financières, le coût affiché. Donc, quand vous voulez vous octroyer un crédit auprès de la banque, on vous affiche un coût, bien un taux d'intérêt. Ça, c'est le taux affiché. Mais le taux supporté réellement par l'entreprise, elle n'est pas seulement le taux d'intérêt, mais c'est un taux d'intérêt majoré d'autres éléments. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on appelle le taux réel, d'endettement. C'est ce qu'on appelle, donc, pour calculer le taux réel d'endettement, il y a des méthodes. Il y a beaucoup de méthodes. Parmi les méthodes qu'on va utiliser dans cette vidéo, dans ce cours d'aujourd'hui, c'est la méthode actuariale. La méthode actuariale, ou bien le calcul actuarial. Donc le calcul, ou bien cette méthode actuariale, qu'est-ce qu'elle proclame? Donc cette théorie dit qu'effectivement, il y a une certaine égalité. Il y a une certaine égalité entre les encaissements l'encaissement réel à l'occasion d'un emprunt bancaire et l'ensemble des décaissements réels, effectivement, ou fictifs ou imaginaires, effectivement, que l'entreprise supporte dans le futur. Vous savez, quand on s'octroie un crédit, on a un encaissement. On a l'encaissement du montant du crédit, de l'emprunt, n'est-ce pas? Mais à la fin de chaque année ou à la fin de chaque période, on est amené à faire des paiements. On les a appelés en mathématiques financières. Comment on les a appelés? On les a appelés les annuités, tout à fait. Donc, le procès, ou bien la théorie du calcul actuarial réclame que l'ensemble, ou bien il y a une certaine égalité entre le montant de l'emprunt, minoré des frais supportés à l'occasion de cet emprunt, et l'ensemble des décaissements futurs engagés par l'entreprise justement à l'occasion pour le remboursement de cet emprunt. Donc si je voudrais récapituler cette expression sous forme d'une formule mathématique, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre tout simplement, D, elle est égale. Oui, donc DC, on va considérer D comme étant le montant de l'emprunt minoré des frais engagés par l'entreprise. Des frais engagés par l'entreprise à l'occasion si vous voulez, de l'octroi de cet emprunt. Et donc D, c'est l'encaissement. Les décaissements. Oui, les décaissements, les annuités. Donc on va les noter annuité 1, mais on doit, si vous voulez, les actualiser, puisqu'on doit faire une certaine égalité dans le temps présent. Et donc je dois actualiser l'annuité 1 en utilisant le coût de la dette. D'accord? Puisque c'est la dette, ça c'est le montant reçu,
ça c'est les montants de remboursement. Donc je vais le multiplier fois 1 plus KD à la puissance moins 1 plus A2, c'est-à-dire l'annuité 2, fois 1 plus KD, le coût de la dette à la puissance moins 2, plus jusqu'à n, à n que multiplier 1 plus KD à la puissance moins n. Et donc ça c'est la formule globale, si vous voulez, c'est la formule générale du taux, ou bien du coût de la dette. Donc le coût de la dette, ou bien le coût actuarial de la dette, c'est le coût d'actualisation utilisé pour égaliser le montant de l'emprunt mélangé des frais engagés, des frais financiers, des frais de l'emprunt engagé au départ, avec l'ensemble des remboursements futurs. Vous savez, l'annuité, elle est constituée de quelle partie? Annuité d'un emprunt, il est... Oui? Comment on exprime? Annuité est égale? Il est constitué de 2 éléments. Rappelez-moi s'il vous plaît, oui. Amortissement de l'emprunt, très bien, plus l'intérêt. Très très bien, merci monsieur. Et donc chaque annuité, elle est composée de deux composantes, si vous voulez. C'est l'amortissement de l'emprunt, voilà, l'amortissement de l'emprunt et l'intérêt de chaque période. Si donc on peut donc tel que A n, elle est égale à quoi? Elle est égale à l'amortissement d'emprunt. On va le noter. On le note M. Hein? M. D'accord, on le note M. Donc si on note M, l'amortissement de l'emprunt, plus, oui, l'intérêt, voilà, grand I, ou bien on va, pour ne pas donc l'assimiler au taux d'actualisation, on va l'appeler frais financiers. D'accord? On va l'appeler frais financiers ou bien I, comme vous voulez. Donc si vous voulez qu'on le laisse grand I, on le laisse. D'accord? Donc c'est l'amortissement plus I, mais justement de quelle année? De N, c'est-à-dire l'amortissement de N, et l'intérêt de N, de chaque période. Très bien. Sauf que ici, dans le calcul actuarial, on doit justement intégrer ou bien prendre en considération les économies fiscales. Les économies fiscales qui sont générées grâce au recours à l'endettement. Donc les économies fiscales, ils vont effectivement, comment on peut si vous voulez, les faire intégrer ici. Combien d'économies fiscales il y a déjà? Est-ce qu'on a 2 économies fiscales ou bien on a une seule économie fiscale? 2, une. Économie fiscale sur amortissement, économie fiscale sur intérêt. Donc ici c'est l'amortissement de l'emprunt. L'amortissement de l'emprunt, c'est effectivement, il n'est pas déductible, c'est pas une dotation aux amortissements, n'est-ce pas? Donc vous savez, quand on s'octroie un crédit, je vais ouvrir une petite parenthèse, quand on s'octroie un crédit, on a de l'argent qui est versé au niveau de la banque, n'est-ce pas? Donc le compte banque augmente, et c'est un compte actif. D'accord? Et on a un compte intitulé emprunt auprès des établissements de crédit. Et c'est un compte du passif qui augmente. C'est une dette. Là, c'est une dette à long terme. D'accord? C'est la classe 1. Ça, c'est la classe 1. Ça, c'est la classe 5. Donc, la classe 1 ici. Quand on rembourse la première annuité, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le compte bancaire crédité, puisqu'il va diminuer. De combien il va diminuer? Il va diminuer de 2 éléments. D'accord? Il va diminuer les charges d'intérêt, n'est-ce pas? C'est un compte de la classe 6. Et, oui, si par exemple l'annuité est égale à 600
plus, je dirais n'importe quoi, 100. Donc il est égal à 700. Donc l'amortissement il est 600 et l'intérêt il est de 100. Qu'est-ce que je vais avoir? Ici, je vais avoir le compte bancaire qui diminue de 700, les charges d'intérêt qui diminuent de combien? De 100. Donc on doit équilibrer l'écriture comptable, cet article comptable, par la contrepassation, justement puisqu'il y a réduction. J'ai remboursé. L'emprunt il est amorti de combien? De 600. Je vais justement réduire le compte EAEC. Donc il doit être réduit de combien? De 600. Et pour réduire ce compte, il suffit de le contrepasser. Et donc on prend auprès des établissements de crédit. C'est un compte de la classe 1. Et donc est-ce que c'est une charge? Est-ce que c'est une charge? L'amortissement comptable. Est-ce que c'est l'amortissement d'emprunt? Est-ce que c'est une charge? Est-ce que c'est une dotation? C'est pas une dotation puisqu'elle appartient à la classe 1. Et donc, ce qui va apparaître au niveau du CPC, le EAEC, on prend auprès des établissements de crédit, ce qui va apparaître au niveau du CPC, il ne va pas apparaître. Et donc, est-ce qu'il va faire bénéficier l'entreprise d'une économie fiscale? Il ne va pas donc faire l'objet d'une économie fiscale. D'accord? Et donc, la seule économie fiscale dans ce cas, c'est celle qui porte sur les intérêts, les charges d'intérêt. Pourtant, pour les charges d'intérêt, on a effectivement, au niveau de la classe 6, donc ils vont réduire effectivement ils vont augmenter les charges pour réduire le résultat et l'entreprise va bénéficier d'une économie fiscale. Donc l'économie fiscale, comment on la calcule? L'économie fiscale, comment on la calcule? Je vais vous donner un exemple, juste un exemple, d'accord? Deux cas, K1 et K2. Pour le K1, l'entreprise, elle finance son projet sans recours aux dettes. D'accord? Donc il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de frais financiers. Imaginez qu'il n'y a pas de frais financiers, donc ici, le résultat avant impôt, il est égal à quoi? Au produit moins les charges, on va dire, pour mieux expliquer, on n'a pas de charge. On n'a pas de charge. D'accord? Donc par exemple, le résultat avant impôt est égal, si par exemple le résultat avant impôt est égal à 100 et les produits sont égaux à 100, donc le résultat, ou bien l'impôt, si par exemple le taux d'imposition est égal à 30%, donc l'impôt est égal à combien ici? 30, et donc le résultat net est égal à 70. Très bien. Pour une entreprise ça c'est un exemple, on va dire, très 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 basique, puisque nous avons considéré qu'il n'y a pas de charge. L'entreprise ne fait que des produits. Mais c'est un cas extrêmement rare, pour ne pas dire inexistant. Pour une autre entreprise, là où il y a produit et que les charges également ne constituent que les frais financiers, que les intérêts. C'est un cas également extrêmement rare et inexistant, puisque les entreprises, ils supportent plusieurs types de charges. D'accord? Et donc, le résultat avant impôt est égal ici. Par exemple, si les intérêts sont égaux, donc produit égal à 100, moins, je dis n'importe quoi, par exemple, les intérêts, je dirais 10. Et donc, le résultat avant impôt est égal à combien? 90. Et donc, ces 90 là, ça c'est le résultat avant impôt. Et donc, l'impôt est égal 90 fois 30%. Oui, ça donne? Oui? 27. Et le résultat net, il est égal 90 moins 27. 90 moins 27, c'est? Oui? 63. Très bien. Et donc, la différence entre le résultat net ici et le résultat net ici, quel est le résultat, si vous voulez, on va laisser tomber le résultat net, mais on va s'intéresser surtout aux impôts. Quel est le cas
d'entreprises qui paient plus d'impôts. Est-ce que c'est le cas 1 ou le cas 2? Donc le cas 1 paye plus d'impôts. Mais pourquoi son résultat net il est plutôt supérieur? Donc c'est peut-être parce que nous avons intégré des charges ici. L'entreprise donc il a supporté plus de charges ici. Mais on va s'arrêter au niveau de l'analyse, au niveau de l'impôt. D'accord? On va s'arrêter juste au niveau de l'impôt. Donc l'entreprise 1 paye 30 et l'entreprise 2 paye seulement 27. Pourquoi elle paye moins d'impôts? Parce que l'entreprise 2, dans le cas 2, elle bénéficie d'une économie d'impôt de combien? De combien économie d'impôt? Économie fiscale? De combien? De 3. Donc cette économie fiscale de 3, il est effectivement en cas général, dans le cas général, il est égal à la charge que multiplie le taux d'imposition. Donc toujours l'économie fiscale en cadre global, l'économie fiscale, il est égal à la charge que multiplie le taux d'imposition. Ça c'est une formule globale. Pour ne pas alourdir la vidéo, nous allons faire un exemple réel pour que vous puissiez assimiler le fait que l'entreprise, quand il supporte plus de charges, il gagne en matière d'économie fiscale, il paye moins d'impôts, effectivement, grâce à ces chargements.